Qui peut donner son sang? Comment? Toutes les réponses à ces questions, c'est sur ce plateau d'Espace Santé. Ce matin, nous allons parler du don de sang. Et pour aborder cette thématique, je suis accompagnée de Madame Ngombok Angéline, qui est notre invitée sur le plateau d'Espace Santé. Bonjour, Angèle. Bonjour, madame. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Plaisir partagé. Voilà, chers téléspectateurs, comme on vous disait tantôt, nous parlons ce matin du don de sang. À quoi ça sert de donner son sang? Alors, le don de sang est utile parce qu'il permet de sauver des vies. Lorsque une personne se retrouve en manque de sang, parfois la situation est telle que des médicaments ne peuvent pas le remonter. Par conséquent, il a besoin d'un apport direct de sang. Okay. C'est donc à ce moment que le don de sang intervient parce que là, nous allons prendre le sang chez une autre personne pour le donner à la personne en difficulté. Okay. Alors, pourquoi doit-on donner son sang? Donc, déjà, le potentiel donneur doit donner du sang déjà pour aider l'autre. Sauver les vies. Pour sauver les vies, oui. Nous sommes des humains et le sens premier de la vie est l'humanisme. Okay. Donc, en ces termes-là, donner le sang devient un appel à notre humanisme, premièrement, mais également donner le sang a beaucoup d'avantages. Déjà pour le donneur, le premier avantage est que ça lui permet le don de sang permet de régénérer plus rapidement nos cellules. Parce que lorsque nous donnons le sang, notre organisme se vide d'une certaine quantité, ce qui pousse le corps à davantage produire de nouvelles cellules pour rapidement regagner l'ancien volume de sang. Donner le sang également permet au donneur d'avoir des renseignements sur son état de santé. Parce que plus loin, je vous expliquerai pourquoi. Lorsqu'on fait un don de sang, il y a des tests qui sont effectués, des tests qui sont gratuits pour le donneur. Donc, donner le sang également a cet avantage-là aussi. D'accord. Et qui donne le sang? Donc, nous disions toute personne, pour donner le sang, c'est toute personne âgée entre 18 ans et 55 ans, des deux sexes. Donc, qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne prend aucune forme de drogue, pas de médicaments à tendance addictive, pas de médicaments ou substances à tendance addictive. Toute personne qui n'a pas de tatouage, qui n'a pas de scarification et des piercings, des troubles un peu partout sur le corps. Ok. Alors, quelles sont les étapes pour donner un sang? Pour donner le sang, les différentes étapes, il y a déjà ce qu'on appelle les pré-tests. D'accord. Lorsqu'une personne vient chez nous, par exemple, pour faire un don de sang, nous commençons déjà par... La première étape, c'est le questionnaire. Nous lui demandons comment il se sent, comment il va, puis nous lui donnons un questionnaire à remplir. Sur le questionnaire, il va s'identifier, donner son nom, son prénom, âge, sexe, etc. Nous allons également lui poser des questions pour savoir, pour avoir une première idée de son état de santé. Oui. Nous allons demander, par exemple, s'il prend des drogues, si c'est une femme, nous allons demander la date de ses dernières règles. Nous allons demander est-ce qu'il a des rapports sexuels protégés, est-ce qu'il a reçu des vaccins et tout. Donc lorsqu'il a rempli ce questionnaire, nous nous intéressons ensuite à la prise de certains de ces paramètres. Nous allons prendre son poids, nous allons prendre sa tension artérielle, nous allons prendre son taux d'hémoglobine. Chacun de ces paramètres est très utile. Alors nous prenons la tension artérielle et le pouls pour connaître l'état premier, on va dire l'état primaire du cœur du patient. D'accord. Parce qu'une personne, par exemple, dont la tension est élevée, ne peut pas donner le sang. D'accord. Une personne dont le pouls, le battement cardiaque est élevé, ne peut pas donner le sang, puisque au moment du don de sang, son cœur va devoir accélérer. Donc si son rythme cardiaque est déjà accéléré, il peut faire un choc. Donc on doit avoir ces informations-là. On prend son poids également. Parce que ce que j'avais oublié de préciser, c'est que qui peut donner le sang, il y a également le poids qui doit intervenir à ce niveau-là. On ne prend pas en deçà de 50 kg. Voilà, en deçà de 50 kg, on ne prend pas.
Donc, ça veut dire tous ceux qui sont un peu maigres là, n'ont pas de chance. Quoi. Bon, quelqu'un peut être maigre et pourtant peser plus de 50 Voilà. kilos. Donc, il D'accord. peut être maigre. Donc, après avoir pris ces paramètres pour tension, poids, etc., nous allons faire des tests préliminaires. Nous allons notamment faire le test du dépistage du VIH, le dépistage de l'hépatite. Ça vient déjà à la question qui devait suivre. Quels sont les examens essentiels qu'on doit faire pour ces potentiels donneurs? Voilà, bon, à ce niveau, j'avais déjà mélangé. Maintenant, c'est pas grave. Oui, donc les examens essentiels à faire, justement, c'est pour le donneur. Le potentiel donneur, c'est le test de dépistage du VIH, de l'hépatite B, le test de dépistage de l'hépatite C, le test de dépistage de la syphilis. Le test de dépistage de la syphilis, oui. Ce sont les principaux examens que nous faisons pour être les prétests en fait, que nous faisons pour déjà commencer à sélectionner le donneur. Ok. Et quelles sont les règles à respecter pour donner le sang? Les règles de la part du donneur. Bon, les règles, il n'y a pas de règles en tant que telles. S'il remplit les conditions physiques, c'est-à-dire il est en bonne santé, il n'a pas de tatouage, il n'est pas sourd, il ne prend pas d'alcool. S'il remplit les conditions, on va dire des paramètres, il a une bonne tension, un bon pouls, un bon poids, un bon taux d'hémoglobine. Oui. S'il remplit également les conditions, si les prétests sont bons, c'est-à-dire il n'a pas, de manière préliminaire, il n'a pas d'hépatite, VIH et tout, alors il est éligible. Lorsque vous avez déjà prélevé ce sang, combien de temps est-ce qu'on conserve ce sang? On conserve le sang, y a-t-il une durée? Oui, il y a une durée de conservation, une durée obligatoire de conservation. Il faut savoir que dans les poches de sang, il y a un produit chimique qui est ajouté, c'est l'anticoagulant. Donc, c'est chaque fabricant qui sait le type d'anticoagulant qu'il a mis dans sa poche qui décide de la durée de conservation de la poche de sang. Mais en général, c'est 35 jours. 30 à 35 jours en général. Dans la plupart des fabricants des poches, ils vont 30 à 35 jours. Alors, une fois qu'on a donné, que quelqu'un est venu, ces potentiels donneurs ont donné du sang, il faut combien de temps pour qu'ils viennent encore redonner son sang? Là, ça varie en fonction du sexe. Pour une femme, c'est 4 mois qu'il faut patienter. Pour un homme, c'est 3 mois. Pourquoi chez la femme, c'est 4 et chez la femme, c'est 3? Pourquoi cette différence? Bon, déjà, il faut savoir que la femme a des règles. Du coup, chaque mois, elle se vide déjà de son sang. Il ne faut pas la surcharger. Donc, il faut vraiment lui laisser le temps de récupérer. Et quelles sont les personnes qu'on sauve lorsqu'on donne le sang? Qui sont ces personnes lorsque vous prenez ce sang-là, c'est pour sauver qui spécialement? Bon, spécialement, il n'y a pas de personnes cibles d'avance. Les personnes que nous sauvons avec le sang que nous prélevons, ce sont des personnes qui sont en nécessité. Chez nous, par exemple, les personnes à qui ce sont les patients des urgences. Les personnes qui ont eu un accident et ils ont beaucoup saigné. Les femmes qui sont en césarienne ou bien qui ont eu des accouchements difficiles. Les personnes en dialyse. Les malades de cancer, qui souffrent de cancer, parce que la chimiothérapie, ça nécessite beaucoup de sang. Ça détruit le sang, du coup, il faut remplacer continuellement. Donc, ce sont les principaux patients, les principales personnes, pas juste des patients à qui est destiné le sang qu'on prélève. Voilà. Et quels sont les examens à faire sur ce sang-là? Parce que vous avez déjà prélevé, il y a forcément des examens à faire. Pour capaciter ce sang-là. Bon, pour capaciter le sang, la première chose déjà qu'on fait quand on a prélevé un sang, c'est de tester son groupe sanguin. Donc, on veut savoir la poche que nous avons, quel est le groupe sanguin de cette poche-là. Lorsqu'on sait qu'elle est de tel groupe sanguin, maintenant, les prétests qu'on a fait, il faut les approfondir. Parce que les méthodes de dépistage ne sont pas des méthodes, sont pas des méthodes précises. J'insiste bien sur le mot dépistage parce que c'est préliminaire, on va dire comme ça. Lorsqu'on a prélevé la poche, maintenant on va diagnostiquer la poche. On veut se rassurer, est-ce que la personne pourrait avoir un des virus ou une des bactéries, mais de manière cachée à l'intérieur de son sang.
Du coup, on va avoir recours à des examens plus précis. On va peut-être faire des méthodes, des techniques comme ELISA qui nous permettent d'avoir des résultats vraiment fiables, très précis. Donc, ce sont les principaux tests qu'on va faire. On va tester le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C. On va tester le virus le VIH et la bactérie, la syphilis. D'accord. Madame Gambot, parfois lorsque vous faites tous ces tests et que le patient, ce potentiel donneur, a respecté toutes les règles, mais on se retrouve toujours avec certains patients qui choquent. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le premier facteur des accidents qu'on a au cours des dons, c'est le stress. Le stress, ah ouais. C'est vrai que vos aiguilles aussi font très peur. Elles sont très grosses, vos aiguilles, voilà. Ça vous sauver la vie, il faut faire avec. D'accord. Dans le premier facteur, la première cause, c'est le stress. Parce que certaines personnes viennent et n'ont jamais donné du sang. Quand elles voient l'aiguille et puis elles s'imaginent qu'elles sont en train de perdre du sang, elles se mettent à faire de l'hyperventilation. Ça veut dire qu'au début, il faudrait vraiment mettre ces personnes en confiance, quoi. Oui, parce que lorsque les personnes viennent, au-delà des examens, des tests et du questionnaire, on leur apporte des conseils, on leur prodige des conseils. On les prévient déjà de comment ça va se passer. Ça ne sera pas difficile, mais il faut se préparer à ceci, à cela. Bon, avant d'y arriver, par rapport à cette question, je voulais aussi dire, est-ce que l'alimentation ne compte pas aussi pour ce choc-là? Parce que je l'ai dit, parce qu'il y a certains qui arrivent, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas bien mangé, ou bien je ne sais pas trop, est-ce que c'est important de bien s'alimenter avant de venir donner du sang? Oui, évidemment, c'est important de bien s'alimenter. Il faut savoir qu'un don de sang dure environ 15 minutes, quand ça a trop duré. Un don de sang normal, c'est 15 minutes, sinon c'est 5 minutes, 10 minutes maximum. Et vous voyez, on va dire en 15 minutes, prenons 15 minutes, le donneur, il perd brusquement 500 millilitres de sang. C'est énorme. Voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas le ventre plein, il peut confondre la faim, son don de sang, et il va commencer à avoir des vertiges. Oui. Donc, il faut bien manger, il faut boire beaucoup d'eau avant de faire un don de sang. C'est très, très important. D'accord. Est-ce que dans les structures hospitalières, est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment expliquer, est-ce qu'il y a un endroit, c'est pas un espace de collation pour ces donneurs-là, ou bien c'est le donneur lui-même qui s'arrange à avoir son goûter avant de venir, ou bien il doit s'arranger à manger chez lui, ou bien est-ce que là, sur place, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas du bien goûter pour ces personnes-là, à la charge peut-être de l'hôpital, je ne sais pas trop. Bon, ça a plusieurs volets la question. D'accord. Déjà, il y a plusieurs types de donneurs. Il y a les donneurs qu'on appelle les donneurs bénévoles, il y a les donneurs type familiaux, il y a les donneurs rémunérés. Le donneur bénévole, c'est celui qui vient donner le sang pour rien. Il n'attend aucune forme de compensation. Pour ceux-là, il y a, on va dire, un casse-croûte qu'ils ont avec une bouteille d'eau ou de jus qu'ils vont consommer avant le don. Maintenant, pour les donneurs de type familiaux, nous conseillons parce que les donneurs de type familiaux, ils viennent pour quelqu'un de leur famille. Voilà. Donc c'est à la personne qui les amène que nous conseillons de les faire manger. Les donneurs rémunérés, nous estimons que vu qu'ils ont une contrepartie financière, ils peuvent s'en servir pour, en fait, la contrepartie financière est même premièrement pour pouvoir manger. Néanmoins, je pense que dans chaque hôpital, il devrait avoir un coin, un espace de restauration. Voilà. Il devrait avoir dans tout hôpital. C'est pour avoir les premières nécessités pour remonter. Exactement, en cas de souci, on peut aller prendre de l'eau, un casse-croûte donné, il devrait. Et je pense aussi, parce que après le don de sang, ils ont toujours besoin de prendre quelque chose. Oui, après, ce n'est pas juste avant qu'il faut manger, il faut également manger après avoir fait le don de sang. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'avoir un espace restauration à l'hôpital est plus utile. Parce que dans l'espace restauration de l'hôpital, vu que en tant que personnel de santé, nous savons ce qu'il faut pour remonter plus facilement, on pourrait mieux le leur proposer. Or, les personnes qui
Or, en les laissant aller manger à la maison, ils peuvent ne pas savoir. Ils peuvent même choquer la route. Ils peuvent même choquer en voilà, route, parce que par le exemple. temps même qu'on leur donne de se reposer après, lorsqu'ils ont donné du sang, maintenant, ils peuvent avoir ce temps-là peut-être limité. Bon, c'est vrai que ce n'est pas limité, mais ça peut arriver que lorsqu'ils rentrent chez eux, puisqu'ils ne sont pas assez alimentés, ils peuvent choquer en route. C'est très important qu'il y ait cette aire de collation dans tous les hôpitaux. Où il y a une banque de sang. Voilà, c'est très important. Une aire de collation disponible. Pas du tout rémunérée. Exactement, voilà. C'est important de préciser. Alors, on arrive déjà au terme de cette interview. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire concernant le don de sang. Bon, déjà, concernant le don de sang, autre chose que je pourrais ajouter, c'est que je suis personnelle à la banque de sang de l'hôpital général de Yaoundé. D'accord. Et elle est ouverte depuis le mois de février. Elle est ouverte depuis le mois de février. Nous respectons au maximum les règles pour les donneurs, le patient, le personnel. Donc, ce que notre souhait est d'encourager, d'inciter le maximum de personnes à venir faire un don de sang. Parce que ça peut ne pas, vous n'avez peut-être pas besoin de sang aujourd'hui, mais vous aurez peut-être besoin du sang demain. Vous pouvez être chez vous et votre enfant a eu un souci, il a besoin de sang, vous n'êtes même pas au courant. Ce sont les dons des autres personnes qui vont sauver votre enfant. Alors, dans cet élan d'humanisme, ça serait bien si chaque personne pouvait venir à l'hôpital général, bien sûr, faire un don de sang. Voilà. Nous vous rassurons, vous serez bien traité, vous serez dans un cadre agréable, professionnel, vous serez traité par une équipe professionnelle, vous serez vraiment à votre aise. Également, vous allez bénéficier des examens gratuits également. Donc. Je pense que je ferai partie des premières à venir donner mon sang. On vous attend. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, comme on l'a si bien dit, Madame Ngambot, l'hôpital général où elle travaille, la banque de sang est ouverte. Donc, je vous invite tous les patients, en fait, tous les téléspectateurs qui suivent notre émission sur Espace Santé à venir massivement à l'hôpital général de Yaoundé faire des dons de sang. Parce que lorsque vous faites un don de sang, vous sauvez une vie. Très important. Voilà. Merci déjà pour votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. D'accord. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition.